Mesdames et messieurs, c'est un privilège une fois de plus de vous servir dans les cadres des actus chaudes sur WAB Info TV pour ce jour. Nous allons bavarder un tout petit peu sur l'accord de paix. Vous le savez, c'est une actualité qui a dominé la semaine avec cette signature qui est intervenue le 27 juin dernier à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Les deux parties qui sont le Rwanda, bien sûr représenté par son ministre des Affaires étrangères, et la RDC par sa ministre des Affaires étrangères, ont signé un accord de paix, bien sûr, qui est censé mettre un terme aux hostilités qu'il y a, bien sûr, notamment dans la partie orientale de la RDC. On va revenir sur les réactions et certaines contradictions dans ces actualités, bien sûr, dans ces actualités chaudes. Sur WAB Info Télévision, nous parlerons dans la seconde partie de cette émission du dialogue, du possible dialogue inclusif au niveau de la RDC. Certaines têtes puissantes de l'opposition sont en train d'être reçues par le président Félix Tshisekedi. Que peut-on retenir notamment de la dernière rencontre entre Adolphe Muzito, qui est très connu dans la sphère politique? Il a eu bien sûr à figurer dans différents gouvernements, notamment il a occupé le poste de Premier ministre par le passé. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique, bien sûr, de l'opposition. Il a été reçu, bien sûr, par le président Félix Tshisekedi. Mais que peut-on retenir de ces tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et cet autre membre de l'opposition, membre pas n'importe lesquels d'ailleurs? On va aussi en discuter dans ces actus chaudes dont on va vous présenter, bien sûr, l'intervenant après cette courte transition. Bienvenue. Et j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau Jenny Ntwali. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour aux nombreux téléspectateurs de WAB Info. C'est un plaisir bien sûr d'être de nouveau associé à ces rendez-vous hebdomadaires. C'est un rendez-vous hebdomadaire de WAB Info Télévision, un rendez-vous qui donne l'occasion aux journalistes de WAB Info de passer en revue les actus chaudes qui ont marqué la semaine. Et pour cette semaine, c'était vraiment des actualités centrées et principalement sur l'accord de paix paraphé le 27 juin dernier, tel que je l'ai dit en luminaire. En tout cas, il y a eu diverses réactions après cette signature d'accord. Sûrement, il y a certains qui sont dubitatifs et d'autres qui estiment que c'est un couloir, c'est une brèche qui est ouverte pour la paix durable au niveau de la partie orientale des RDC. Quelles sont les plus grandes réactions, Denis? Voilà, une semaine après, on comprend directement que ce n'est pas une parole d'évangile. Il y a des contradictions qui fusent de partout, d'autres explications pour tenter de rassurer l'opinion quant à ça, jusqu'au point où les ministres de la communication et médias, Patrick Muyaya, lors d'un briefing de presse, je crois qu'on va revenir sur les différentes interventions de la Mineta, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et Patrick Muyaya a rassuré qu'il y aura un programme aussi spécial au niveau de la chaîne nationale pour expliquer aux Congolais, même dans toutes les langues nationales, justement pour que les Congolais comprennent les contenus de cet accord. Alors on comprend justement l'importance de ces derniers. C'est vrai, c'est un document que les uns peuvent minimiser, mais on comprend aussi que quand on parle de la paix, il y a toujours de l'intérêt de part et d'autres. Et ce n'est pas seulement les gouvernements ou disons ceux-là qui sont favorables aux actions du gouvernement. Même dans l'opposition, il y a des réactions qui visent toujours aussi de ces côtés-là. Alors, principalement, on peut bien sûr d'abord aborder la réaction de Thérèse Kaikwamba, tout juste après la signature de cet accord. Et là, aussi à faire des points de presse, d'abord à Washington, et puis dès son retour à Kinshasa, il a d'abord remis au président de la République la copie originale de cet accord de Washington, et tout juste après, pas plus tard qu'hier, et là aussi, elle a co-animé, bien sûr, avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, une conférence de presse appelée Briefing Presse, où elle a expliqué les contenus, elle a reçu aussi des questions, et elle devrait, bien sûr, éclairer l'opinion quant à ça. Elle a fait. Alors, en grande partie, ce qu'on peut retenir, juste en résumant, c'est que la Mineta a essayé un peu de donner, justement, comme
comme idée globale de cet accord de Washington. Elle a souligné, d'abord, je tiens à préciser avec clarté que cet accord de paix n'est ni un accord économique entre la RDC et les États-Unis, ni un accord bilatéral commercial entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit avant tout d'un engagement politique et sécuritaire centré sur le respect de la souveraineté, la cessation des hostilités, le retrait des forces étrangères, la fin du soutien aux groupes armés et le retour durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était important quand même qu'elle puisse donner ces détails, surtout, puisque depuis cette signature, on sent quand même qu'il y a eu diverses réactions. Il y a certains, apparemment, qui rattachaient directement cet accord, cette signature d'accord, avec une signature allant dans le sens, une signature plutôt allant dans le sens c'était beaucoup plus dans un sens purement économique, dans le sens des minéraux, tout ça. Oui. Mais il a donné un éclaircissement là-dessus. Pour elle, point n'est besoin quand même, l'air n'est pas propice pour quand même cette signature dans un sens purement des minéraux. Donc pour elle, c'est beaucoup plus la paix qui est au centre de la signature. Voilà, c'est beaucoup plus la paix et c'était aussi important qu'elle puisse réagir dans ce sens. Parce que comme vous venez de le dire, il y a surtout une frange de l'opposition qui considérait déjà cet accord comme un bradage des minéraux de la République démocratique du Congo. Quand on voit Donald Trump aussi venir et foutre son nez dans les affaires africaines, tout d'un coup on pense que c'est l'économie parce que c'est un businessman. Il vient là pour justement les intérêts des Américains et là c'est bien sûr l'économie, mais on comprend aussi que la paix, et sans la paix, ça sera aussi très difficile pour les Américains de faire ces business. Donc il faut d'abord se rassurer qu'il y a la paix. Alors est-ce qu'avec le Rwanda, ça rassure? C'est là où réside aussi beaucoup d'inquiétude de la part des Congolais. Mais il faut revenir dans l'esprit de la réaction de Thérèse Kayikwamba. Oui. Justement, c'est d'abord la paix et dans cet accord, nulle part il est écrit que les minéraux de la RDC seront bradés. Voilà, il n'y a aucun point relatif au bradage des minéraux. Mais peut-être pour elle, peut-être s'il y aurait un autre accord avec les États-Unis, peut-être ça pourrait intervenir. Mais pour l'accord qui a été signé, il n'y a pas question de bradage des minéraux ou des ressources naturelles. Il n'y a pas question de bradage, mais cette opinion, bien sûr, comme nous sommes en train de suivre ça, et il y a une opinion qui pense qu'avec les points, parmi les 5 points principaux, bien sûr, de cet accord, lorsqu'on parle de la coopération aussi sur le plan régional, surtout la RDC et le Rwanda, il y a des gens qui pensent que ça nous ramène à l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, lorsque Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême, là ça parlait économie et tout d'un coup il pense que c'est l'économie. Et voilà donc il y a toujours des contradictions comme on peut le constater, même au niveau des États-Unis, les représentants de Donald Trump pour l'Afrique en parlent aussi. On va en discuter, mais nous faisons confiance en Thérèse Kayikwamba, donc il n'y a pas question de bradage des ressources naturelles. Totale confiance en elle et on espère peut-être pouvoir en savoir un peu plus, mais ce qui est sûr, elle a été claire, limpide, d'ailleurs comme dans ses habitudes, dans son intervention face à la presse, elle a reçu une tonne de questions, elle a eu des réponses et pour d'autres zones d'ombre qui restent, elle a promis quand même essayer un tout petit peu de répondre ou d'avoir d'autres détails à fournir. Donc voilà, c'est le point central du briefing animé, co-animé par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Les deux quand même qui ont pu répondre aux questions des journalistes qui étaient présents dans ces briefings. En gros, il faut retenir qu'il n'y a pas question de bradage. Donc c'est l'accord qui a été signé le 27 juin dernier. N'a aucun lien direct avec la Convention pour l'exploitation des minéraux et des ressources naturelles au niveau de la partie orientale de la RDC, a dit Thérèse Kayikwamba, ministre d'État en charge des affaires étrangères au niveau de la RDC. Mais elle n'est pas la seule plutôt à réagir. Il y a également d'autres réactions, beaucoup plus aussi dans les camps du mouvement du 23 mars, le 1-23. Voilà, tout à fait. Dans un point de presse tenu à Goma, hier jeudi, les AFC M23, certains cadres, certaines figures aussi emblématiques de ces mouvements ont tenu aussi à revenir sur toutes les questions et entrer à l'accord de paix de Washington, bien que c'est entre le Rwanda et la RDC.
l'AFC M23 qui démère aussi les cyclones, qui fait à ce que les deux pays aujourd'hui puissent se retrouver dans cette escalade des tensions. Alors l'AFC M23 a réagi et avant les points de presse d'hier, rappelez-vous du message de Corneille Nangaa adressé à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il y a eu beaucoup d'adresses à la nation. Beaucoup d'adresses justement à quelques figures politiques. Les gouverneurs de la province du Nord Kivu nommés par le M23, voilà. l'AFC M23. On a vu également Corneille Nangaa, coordonnateur politique, Fayoulou, Martin Fayoulou. Bon, on sent que le pays est riche en messages, voilà, et pourtant, en adresse à la nation. D'habitude, c'était le président de la République lui-même. Mais aujourd'hui, tout le monde, même vous pouvez venir bien costumé, faites aussi une adresse plutôt à la nation. Oui. Alors, Corneille Nangaa, ce n'est plus sacré cette adresse voilà. de la nation. Et ce qu'on peut retenir, une phrase qui a aussi retenu l'attention d'une grande opinion République démocratique du Congo, c'est le fait pour Corneille Nangaa de prendre acte de tout ce qui a été conclu à Washington, tout en disant que c'est un pas déjà vers la paix, mais ça ne suffit pas. Il a aussi mis en avant les processus inclusifs, on va en parler, je crois. Il est revenu sur tout ça. Mais l'AFC M23 ne s'est pas arrêté tout simplement à l'adresse de Corneille Nangaa, son coordonnateur. Ils ont tenu un point de presse sur lesquels ils sont revenus aussi sur plusieurs points, non seulement de cet accord, en parlant de la question des FDLR, qui fait toujours polémique, en revenant aussi sur un cadre, parce qu'après Washington, c'est Doha. Ils sont aussi revenus sur ces points-là, en donnant même certaines exigences. Mais on comprend tous que l'accord de paix de Washington a déjà, il y a des signaux. Après cette signature, il y a des signaux de part et d'autre. Quand on voit toutes ces réactions de la part même de l'AFC M23, ça veut dire qu'il y a justement quelque chose qui bouge de part et d'autre. Donc la diplomatie, elle est en train de faire un travail. Alors c'est à nous maintenant d'attendre et de voir quels seront maintenant les résultats beaucoup plus palpables. Mais moi, je crois que les lits est bien déjà arrangé pour que toutes les choses marchent comme il faut, mais il faut toujours tenir compte aussi de la sincérité de toutes les parties prenantes au conflit. Nous rappelons que la conférence de presse animée par certains cadres de l'AFC M23 n'a pas connu la participation de Corneille Nangaa, pas pour le premier coordonnateur politique, moins encore de Bertrand Bisimwa. Voilà, les deux n'étaient pas là parce qu'on a vu justement ils ont laissé la place à d'autres. Voilà, et c'est aussi des figures emblématiques. On a vu Freddy Kaniki qui reste aussi parmi les coordonnateurs adjoints de ces mouvements et aujourd'hui présenté comme les chefs du Twiranéo, un mouvement allié à l'AFC M23. Il y avait aussi Benjamin Bonimpa, lui qui est actuellement le secrétaire permanent de ces mouvements. Plusieurs cadres, bien sûr, les hauts cadres, on a vu des Lions qui fait partie aussi de ces secrétariats, bien sûr, animer ces points de presse et ils ont eu à répondre directement aux questions liées à l'accord de paix de Washington. Alors jusque-là, est-ce que c'est un mouvement qui se présente aussi comme partie prenante et qui doit aussi être consulté lorsqu'il s'agit bien sûr des différents processus de paix? On l'espère bien. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'AFC M23, on doit rappeler ici que son porte-parole politique, Laurence Kanyuka, un peu plus loin de la salle des conférences de l'hôtel Serena. Oui. Au moins, lui, sur la toile, il a eu à dire ce qu'il pense beaucoup plus de la réaction, parce qu'on parlera bien avant de Massad Boulos, qui est quand même le conseiller principal de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Ce dernier a eu également à dire, lui, il n'a pas beaucoup plus parlé de l'accord de paix, estimant peut-être qu'il a eu à dire ce qu'il avait à dire lors de la signature, parce que c'était parmi quand même les figures emblématiques le 27 juin dernier lors de cette signature d'accord de paix. Et lui, quand même, il s'est projeté vers ce qui pourrait arriver, notamment l'accord de Doha, qui est beaucoup plus attendu. Mais que peut-on retenir de ce qu'a dit Massad Boulos, les Libanais? C'est un Libanais, oui. Bon, en plus bref, il y a des origines bien sûr aussi libanaises. Ouais. Massad Boulos est revenu aussi parce que la question qui revient toujours après la signature de cet accord, c'est quoi le sort de l'AFC M23? Un mouvement qui occupe Goma, qui occupe Bukavu, qui occupe plusieurs parties au nord Kivu et aussi plusieurs entités plutôt. Alors, sur ces points, Massad Boulos a rassuré
l'opinion. Sur les antennes de France 24, il a précisé que le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo se sont mis d'accord pour une version finale d'un accord qui, nous l'espérons, sera fin prêt durant cette réunion à venir qui se déroulera probablement cette semaine. Voilà. Cette semaine, donc, cette semaine finissante ou quelle autre semaine? Voilà. C'est ça aussi, il y a un flou à ce niveau. Mais là, quand même, pour lui, c'est imminent. Pour lui, c'est imminent. Et donc, on peut dire qu'il y a déjà des avancées. Au niveau des Doha, en se focalisant sur les propos de Massad Boulos, il y a des avancées à Doha entre la RDC et les M23, pas le Rwanda. RDC M23 avec les pourparlers qui se déroulent à Doha, où il y avait bien sûr plusieurs mouvements des différentes délégations congolaises et de l'AFC M23 pour justement discuter autour d'un accord. Je ne sais pas si on va l'appeler aussi accord de paix comme celui de Washington. Tout tourne autour de la paix. Ça tourne toujours autour de la paix. Donc la paix, c'est les dénominateurs communs des part et d'autre pour toutes ces parties bien sûr en conflit. Donc ça veut dire Massad Boulos a fait quelques révélations, oui. Mais la partie M23 n'a pas attendu longtemps pour réagir. Et un tout petit peu pour éclairer la lanterne, les porte-paroles politiques de l'FC M23, Laurence Kanyuka, sur la toile. Il est trop actif, notamment sur les réseaux sociaux X. Oui. Il a dit il y a des choses. En tout cas, il ne tarde pas aussi à réagir lorsqu'il s'agit des questions qui ont un lien direct, bien sûr, avec son mouvement, lui qui est le porte-parole de ces mouvements et directement point focal la communication de l'AFC M23. Qu'est-ce qu'il dit plutôt sur son compte X? Bien qu'elle soit, là il parle de l'AFC M23, bien qu'elle soit pleinement engagée dans les pourparlers des Doha, à ce jour, il n'existe aucun projet d'accord prêt à être signé au Qatar. Contrairement aux informations circulant sur les réseaux sociaux et aux déclarations de M. Massad Boulos, conseiller Afrique du président Donald Trump sur France 24, nous attendons toujours que les régimes de Kinshasa honorent les mesures d'établissement de confiance devant permettre des discussions plus sereines et conviviales conformément aux exigences des départs. Comme indiqué cet après-midi, donc hier, on va revenir aussi sur les exigences d'IM23. Voilà, comme indiqué cet après-midi lors de la conférence de presse à Goma, c'est Kinshasa qui bloque délibérément l'avancée des pourparlers auxquels l'AFC M23 reste totalement ouverte et engagée. Voilà, ça c'est la réaction de Laurence Kanyuka, porte-parole politique de l'FC M23. Voilà. C'est pour cela qu'en luminaire, on a parlé de certaines contradictions qu'il y a. Voilà. Donc là, il faut dire quand même que Massad Boulos, porte-parole, pas porte-parole, mais conseiller principal du président des États-Unis, Donald Trump, surtout au niveau de la zone Afrique, a un tout petit peu donné quelques informations relatives à une convention, aussi pas un accord entre la RDC et les mouvements AFC M23, mais côté M23, on pense qu'il y a encore des choses à régler. Voilà, et parmi ces choses directement, parce que ce sont des exigences, et c'est hier que l'opinion a été mise au courant, bien sûr, de toutes ces exigences de l'AFC M23 pour aboutir à un accord de paix, disons-le ainsi, au niveau des Doha. Alors, quelles sont ces exigences de l'AFC M23? Il demande à ce que le gouvernement congolais puisse lever les mandats d'arrêt contre ces cadres. Parce qu'il y a des mandats d'arrêt, des condamnations à mort, le colonel Nanga, le Bertrand Bisimwa, plusieurs cadres qui aujourd'hui sont frappés par des condamnations. Il y a même quelques membres ou disons quelques proches familiers des membres de l'AFC M23 qui sont aujourd'hui aux arrêts à Kinshasa. Ils demandent aussi leur libération. Mais il y a certains qui auraient été libérés avant les débuts pour parler, je pense, à Doha. Et tout d'un coup, l'AFC M23 avait nié qu'elle ne reconnaît pas toutes ces personnes libérées. Elle avait plutôt directement refusé. C'est-à-dire le premier point, voilà. La première condition, si on peut l'appeler ainsi, oui. Il faut donc qu'il y ait la levée des mandats d'arrêt contre ces cadres. Et ces points, il y a des sous-points bien sûr qui sont là-bas et il parle bien sûr de la libération de toutes les personnes bien sûr détenues à Kinshasa, comme quoi ils auraient des liens directs avec l'AFC M23. Ça c'est le point numéro 1. Ça c'est le point numéro 1. Les deuxièmes points, la réouverture des banques
dans les zones qu'elle contrôle, donc qui est la réouverture des banques dans toutes les zones contrôlées par la FCM23. Et selon ces mouvements, c'est Kinshasa qui bloque cette réouverture des banques. Le troisième point plutôt, c'est la reconnaissance officielle du processus de Doha. Donc pour la FCM23, le gouvernement congolais ne reconnaît pas officiellement ces processus. Pourquoi il ne les reconnaît pas? Parce qu'avec les délégués envoyés par Kinshasa, la FCM23 dit que les délégués qui représentent Kinshasa n'ont pas des missions officielles. Donc ils n'ont pas aussi un mandat précis, parce qu'en se présentant auprès du médiateur, vous devez venir avec votre ordre d'émission. Ils viennent sans ils n'en ont pas, ils n'en ont pas selon la FCM23. Donc ils veulent à ce que les gens qui vont venir, qu'ils aient un document officiel qui prouve combien de fois ils sont mandatés par les pouvoirs de Kinshasa. Et ça sera pour eux une reconnaissance officielle de ces processus. Qu'en est-il du quatrième point? Le quatrième point, il prône pour un cessez-le-feu bilatéral. Un cessez-le-feu, donc qui doit être signé entre l'AFC et les gouvernements. Tous les cessez-le-feu auxquels on a assisté, c'était signé entre la RDC et le Rwanda. Il y en a plusieurs, bien sûr. Plusieurs cessez-le-feu. Oui, c'était signé entre la RDC et le Rwanda. Et pour la FCM23, c'est difficile pour eux de respecter un cessez-le-feu, parce que ce n'est pas eux qui sont là, ils n'ont pas pris part à la signature, bien sûr, de ce cessez-le-feu. Tout comme les Ouazalendo le disent aussi. Nous ne sommes pas concernés par vos histoires, on n'a pas signé dans vos processus. Donc, la FCM23 veut qu'il y ait une signature d'un cessez-le-feu direct avec le gouvernement de Kinshasa. Peut-être, c'est à Doha que ça sera fait, parce que c'est comme s'il y a des avancées. Mais toutes ces exigences, est-ce qu'elles seront, ou disons, elles vont trouver une réponse favorable de la part du gouvernement de Kinshasa? On ne sait pas. Attendons voir. Attendons voir. Ce sont les 4 points. Ce sont les 4 points clés, bien qu'il y a aussi des sous-points, mais on peut retenir ça comme les points principaux. On rappelle que Donald Trump, dans la foulée de la signature de l'accord de paix, avait prévenu que ceux qui ne vont pas respecter cette signature subiront la rigueur. Voilà, c'est un Trump des États-Unis. C'est un Trump aussi, comme vous le savez, qui il ne badine pas dans sa communication. Dans ses communications. Alors, on veut aussi le voir beaucoup plus pratique, parce que même avec, rappelez-vous, bien que ce n'est pas le sujet du jour, même avec la Russie, il y a des fois où il était très dur dans ses communications vis-à-vis de la Russie, mais après, bon, jusque-là, la Russie, mais je pense que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. La Russie quand pèse. on parle de la Russie, quand même, c'est parmi les potentielles prochaines puissances mondiales. Alors, mais là, quand même, on parle d'un problème entre Africains. Et on espère quand même que toutes ces déclarations seront suivies des faits. Parce que de toute façon, il a dit clairement, ce n'est pas de la blague. Il faut dire ce qu'il a insinué. Ce n'est pas de la blague. Et après la signature, il a lui-même proposé qu'il puisse recevoir les 2 ministres des Affaires étrangères, donc celui du Rwanda et celle de la RDC. En tout cas, il les a reçus à la Maison-Blanche. Ils ont discuté une fois de plus et il a été clair dans ses propos. Alors, je pense que ça doit être un peu rassurant. Ça doit être rassurant, mais c'est une question aussi des rapports des forces. Supposons que la République démocratique du Congo viole cet accord de paix et que la RDC, sur terrain, a aussi des rapports de force plus que le Rwanda. Là, je ne vois pas. Pour quel intérêt la RDC violerait un accord qu'elle a lui-même signé? Nous réfléchissons plutôt avec des exemples par rapport au rapport de force, que ce soit aussi pour le Rwanda. Donc, ça dépend aussi de ce que le Rwanda ou la RDC représentent auprès des États-Unis. Mais sûrement, si on s'en tient à ce qu'a dit Donald Trump... Je voulais en venir directement. Par rapport à ce qu'a dit Donald Trump, nous comprenons qu'il tient beaucoup plus à cet accord. Parce que lui, il est en train d'écrire sa propre histoire. Et d'ailleurs, il a clairement dit qu'il serait preneur d'un prix Nobel de la paix. Directement, il montre combien de fois il est candidat pour... Il est candidat, d'ailleurs. Ces prix prestigieux. Voilà les prix ça veut dire qu'il a tout intérêt d'en finir avec cette guerre. Et je pense qu'il a tout ce qu'il lui faut pour en finir. Voilà pourquoi, tout juste après la signature, il avait reçu les 2 ministres dans son fameux bureau ovale à la Maison Blanche. C'est pas n'importe qui foule ses pieds. C'est pas n'importe qui. Et d'ici là, ce sont les présidents, les chefs d'État qui vont aussi défiler toujours à la Maison Blanche autour de Donald Trump par rapport toujours à cette question. Donc il s'est beaucoup plus investi. Et moi je crois que
il ne va pas aussi perdre tout son temps dans ces histoires sans pour autant obtenir un résultat attendu. Donc on n'est pas très loin de la fumée blanche. On l'espère bien. Mais ce Voilà. qui est sûr, il faut le dire, il n'y a aucune date exacte. Bah déjà, c'est tout un processus. On est bien sûr en cours de chemin de ce long processus, mais on n'est pas encore arrivé à destination. Et Tout là, à fait. peut-être la chose qui inquiète un tout petit peu est que la suite n'est pas beaucoup plus retracée temporellement. Donc il n'y a aucune date qui a été avancée pour une rencontre entre les deux chefs d'État, parce que d'ailleurs même Thérèse Kayikwamba l'a dit, ce qui va suivre est que le président de la RDC et celui du Rwanda vont se rencontrer aux États-Unis pour également signer les mêmes accords. Pour signer bien sûr les mêmes accords, mais également entrer dans les fonds par rapport à l'aspect économique, ce sera les deux chefs d'État qui vont bien sûr les faire. Mais il n'y a aucune date qui a été précisée. Il n'y a aucune date. Là, c'est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a aucune date. Que ce soit l'accord, la prochaine réunion avec les chefs d'État, on nous a dit tout simplement que ça sera au mois de juillet, mais on n'a pas précisé la date. Tout comme ce qu'a affirmé Massad Bolos par rapport à Doha, là aussi il n'y a aucune date. On ne précise pas quand est-ce que la fameuse réunion entre la FCM et le M23 va se dérouler à Doha. Donc il n'y a pas de précision et l'opinion peut-être n'a pas une idée claire sur l'agenda. Je ne sais pas, peut-être c'est pour éviter à ce que les gens tombent encore une fois dans des attentes interminables, je ne sais pas. Voilà pourquoi les officiels préfèrent garder ça entre eux, on ne sait pas trop. Mais ça va toujours, ça va arriver. Mais c'est que la population, qui est surtout dans des zones occupées aujourd'hui, attend, c'est peut-être que les choses s'accélèrent. Parce que les gens ne s'y portent presque plus. Ces conditions, l'économie pose problème, tout ça. Et bien, rien ne va. Rien ne va en tout cas. Et les gens veulent bien sûr que les choses s'accélèrent. C'est vrai, c'est diplomatique. Et la diplomatie a toujours eu cette lourdeur en termes aussi des signatures, en termes de conclusions bien sûr de tout le processus. C'est le cas aussi avec ce qui se passe, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous voyez avec le CONOPS, comme on le disait, on s'est rendu compte que ça existe depuis 2024, mais on en parle aujourd'hui. Donc tout ce temps, ça prend toujours, ça prend du temps bien sûr, et tout le monde veut qu'il y ait maintenant des conclusions de tous ces processus. On en a assez. Eh bien, il faudra que les choses s'accélèrent. Mais il faut dire, moi, il y a une chose qui me tape à l'esprit quand, bien sûr, dans la foulée de cette signature d'accord, un peu comme d'habitude, au Congo, on sent quand même qu'il y a des gens qui descendent dans des rues pour célébrer, pour jubiler au nom du président de la République. Ça crie victoire déjà dans les camps congolais. Certains politiciens ou certains politiques en profitent pour jeter déjà des fleurs au président Félix Tshisekedi. Oui. Ça vous fait quoi de constater cela? Parce que à chaque fois que je suis les informations, je vois des gens brandir des drapeaux des partis politiques, citer le nom du président de la République à plusieurs reprises pour dire que c'est déjà un pari qui est gagné par la RDC, ce qui est déjà une bonne chose. Mais c'est le moment opportun. Parce que j'ai même vu certains gouverneurs des provinces, certains cadres du pouvoir en place, qui ont déjà organisé des meetings et qui organisent presque tous les jours des meetings pour célébrer cette victoire déjà scellée par eux. Et même des marches de soutien, surtout au niveau des lignes sacrées, pour soutenir la moment de Washington. Ce n'est pas le moment. C'est ça aussi le problème de nous, Congolais, malheureusement. Nous tombons beaucoup plus dans l'euphorie, dans l'effervescence. Jusque-là, il y a beaucoup reste à faire. Ce n'est que les débits. Ouais. Un début certes prometteur, voilà. Mais ce qui est sûr est qu'il n'y a rien qui est acté de manière officielle. Rien n'est acté officiellement. Voilà. Rien n'est acté. Qu'on attende quand même, au lieu de tomber encore une fois dans des félicitations que je considère comme étant inutiles, ça ne sert à rien de commencer à dire, de féliciter le président de la République. Et pourtant, il y a d'autres camps, je crois, on n'a pas pris beaucoup de temps là-dessus avec l'opposition, parce que j'ai même suivi, vous le connaissez très bien, un député honoraire de la ville, un député national honoraire de la ville de Goma, Jean-Baptiste Kassekwa, qui est revenu aussi sur les contenus de cet accord. Et pour lui, il a révélé aussi quelques zones d'ombre. Bon, je ne sais pas si c'est à lui qu'on doit faire confiance ou à la ministre des Affaires étrangères. On peut laisser simplement ce qui est officiel. Aucun accord n'est parfait. Il y a toujours des imperfections. Alors,
Si une fois on s'attient à ce qu'il a dit, c'est difficile aujourd'hui de festoyer qu'on attend d'abord la mise en place de cet accord point par point. Parce qu'il y a la question des FDLR aujourd'hui qui intervient. Et là, je crois que c'est encore une fois cette question qui revient toujours et qui fait à ce que beaucoup de processus capotent. Donc, il faut rester quand même un tout petit peu, qu'on garde les pieds sur terre au lieu de commencer déjà à festoyer, faire des meetings, faire des déclarations. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au lieu de venir avec des propositions peut-être concrètes pour la mise en place de cet accord, les gens commencent déjà à féliciter le chef de l'État. D'autres aille même loin en disant que le chef de l'État qu'on lui décerne les prix Nobel de la paix. Lui aussi. Et pourtant, oui, et pourtant la paix lui-même pourrait voter pour Donald Trump. Lui-même qui pourrait voter pour Donald Trump, peut-être l'année suivante. Voilà. Trump en 2025, Tshisekedi en 2026. Selon, bien sûr, l'attendement de certains classiques de l'AFC. A eu à décrocher les prix Nobel de la paix par les truchements de Denis Mukwege. Denis Mukwege, les docteurs. Oui. Voilà. Alors, il faut le dire, au niveau de l'RDC, ça jubile. C'est la fête déjà dans certains coins. J'ai vu certains gouverneurs de province, dont je préfère taire les noms, puisqu'ils sont connus, certains cadres qui s'agitent déjà, et puis il y a déjà des gens qui mobilisent, comme j'ai vu une forte mobilisation, des gens qui brandissent des drapeaux en criant dans des rues, la victoire, tout ça, en félicitant le président de la République pour tout ce qu'il a fait. Et oubliant quand même que le processus est encore en cours, les souhaits pour tout Congolais est qu'on puisse en finir et que la solution soit trouvée. La seconde partie de ces actus chaudes sera consacrée, tel qu'on l'a dit, bien sûr, au possible dialogue inclusif au niveau de la RDC. Certaines têtes phares de l'opposition ont été reçues par le président Félix Tshisekedi. On va en parler dans la deuxième partie après cette courte pause. La seconde partie, bien sûr, de ces actus chaudes sur WAB Info Télévision. À présent, on va parler de ces possibles dialogues inclusifs. En tout cas, au niveau de la sphère politique congolaise, il y a des histoires inédites qui sont observées. Certaines têtes puissantes de l'opposition qui sont reçues par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se souvient bien sûr de ces accolades, si pas de cette rencontre entre le président de la République et Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECD, et aussi un des cadres de l'opposition. C'était le 5 juin dernier au Palais de la Nation. Après à lui, bien sûr, quelques semaines plus tard, c'était au tour d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC. Bien sûr, il a eu quand même à œuvrer dans plusieurs gouvernements. Il est dans l'opposition. Et Adolphe Muzito a également été reçu par le président de la République. Et dans la foulée des échanges qu'il a eu avec le président, il s'est entretenu bien sûr avec la cellule de communication de la présidence. Et pour lui, apparemment, il avait tendance à dire que c'est à tort que l'opposition, notamment lui, oui, avait critiqué sérieusement les différents voyages qu'effectuait le président de la République. Mais il est surpris agréablement que ces voyages du président de la République commencent à produire des résultats escomptés. Que peut-on dire au sujet, bien sûr, de ces revirements de combien de degrés? Voilà, un revirement à 90 degrés peut-être, voilà, pour l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Bon, c'est vrai pour lui... son parti, c'est Nouvel Élan. Nouvel Élan, bien sûr, un parti qui s'est dit de l'opposition. Ben, prenons-le ainsi, un parti de l'opposition, parce qu'il a eu à concourir aux différentes échéances électorales en tant qu'opposition, bien sûr. Alors déjà, il y a eu d'abord un petit rapprochement entre Muzito et les camps au pouvoir aujourd'hui, parce qu'il se disait d'abord être, après avoir connu aussi une interruption de leur mariage avec Martin Fayoulou, dans ce qu'ils appelaient la Mouka. Alors Muzito s'est beaucoup plus rapproché du camp présidentiel en faisant des propositions avec moins de critiques vis-à-vis du pouvoir. Alors il était favorable aux différentes actions
menée par les pouvoirs de Tshisekedi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors dans un contexte aussi de la guerre où les pays connaît aussi un déchirement dans sa partie est, Adolphe Muzito s'est présenté comme quelqu'un qui se positionne au niveau du pouvoir, justement pour essayer un peu de contribuer de sa manière à ce que la paix, bien sûr, soit de retour dans les pays. Il a fait, mais est-ce que je ne sais pas s'il y a des résultats de ces rapprochements, jusque-là non. Mais ce qu'on peut aussi retenir de cet entretien avec le président de la République, c'est qu'il s'est dit aussi plénaire, ou disons, il est prêt à participer à un gouvernement de cohésion nationale qui serait en gestation, parce qu'il y a d'abord, rappelez-vous, des consultations menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Qui avait été boycotté, bien sûr, par presque toute l'opposition. Presque, comme vous l'avez dit très bien, presque par toute l'opposition. Et quand on dit une partie de l'opposition, c'est cette partie beaucoup plus radicale. On voit Katumbi, on voit Kabila, on voit même Martin Fayoulou, il avait boycotté ces processus. C'est seulement il y avait eu quelques débauchages aussi au sein même du FCC, on a vu quelques représentants. Muzito, lui, il était là comme opposant. Donc déjà, il y avait ces rapprochements comme j'étais en train de le dire. Mais dans tout ça, un gouvernement qui tarde toujours. Donc je crois que le président Félix Tshisekedi, ici, vous voyez très bien, il n'est pas aussi satisfait des consultations qui ont été menées. Pour lui, c'est... En tout cas, il n'a pas eu à attirer. Surtout que la plupart des gens qui ont été consultés sont de son camp politique. Sont de son camp politique, de l'Union sacrée. Il n'a pas aussi attiré cette opposition beaucoup plus, cette aile de l'opposition beaucoup plus radicale. Et pour lui, c'est peut-être d'autres processus qui sont aussi en gestation, comme on peut le constater. C'est le cas du processus appelé Pacte pour la paix et bien vivre ensemble en RDC, mené par la CENCO et les CC. Il y a aussi un autre processus qui est en train d'être mené par les églises des réveils. Donc, c'est aussi une dualité. D'une part, vous avez les églises des réveils et d'autre part, vous avez ces tandems SCC CENCO. Et quand les CC proposent, les CC CENCO proposent, il y a aussi les églises des réveils qui viennent aussi avec une autre proposition pour contrer celle des églises protestantes et de l'église catholique. Alors déjà, c'est sur la table du président Tshisekedi. Il y a des propositions. Une proposition de l'ECC CENCO et une autre des églises des réveils. Et c'est sur base de ça que le chef de l'État a mis en place, comme lui-même allait dire, il a rassuré les évêques de la CENCO et de l'ECC. Le chef de l'État a mis en place une commission pour essayer un peu d'étudier les faisabilités d'un dialogue. Ce dialogue sera inclusif, c'est la question qu'on se pose. En parlant de l'inclusivité, donc tout le monde doit venir, même les opposants, les plus classiques, tout ça, tout le monde doit venir. Tout le monde qui veut. Qui veut, bien sûr. Voilà. Tout le monde qui veut doit venir. Alors, il faut aussi se rassurer ou disons mettre en place les conditions qui peuvent attirer ceux-là qui sont beaucoup plus radicales, de venir aussi en fait d'apporter leur part dans tout ce qui s'est fait. Mais si jusque-là on n'arrive pas à les faire, ça sera toujours des répétitions comme ça a été le cas avec les consultations. Donc Muzito, moi je ne considère pas comme étant aussi un opposant qui pèse aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché. Et finalement, quel est cet opposant qui pèse au Congo? Parce que l'opposition, c'est aussi les contrepoids vis-à-vis du pouvoir. Mais quand tout ce que le pouvoir fait, vous êtes d'accord, vous êtes pour, vous applaudissez à tout. Là, à un certain moment, vous mettez en cause votre statut de l'opposition. Alors l'opposition, ce n'est pas aussi critiquer tout ce qui se présente, mais être quand même, jouer le rôle d'un contrepoids. Est-ce qu'il y a quand même actuellement des opposants qui pèsent? Alors ça sera difficile. S'il y en a, est-ce qu'ils sont à plus de 3 ou 4? En tout cas, je ne pense pas qu'ils arrivent à 4. On rappelle que même Constant Moutamba, bien qu'il figurait dans le gouvernement, il se disait être opposant. Oui, il se disait aussi être opposant. Il a participé aux élections 2023 comme opposant. Il était opposant même dans le gouvernement. Même dans le gouvernement, il s'opposait. Et pourtant, selon les statuts de l'opposition, si une fois vous êtes dans le gouvernement, par ricochet, vous n'êtes plus opposant. Voilà. Parce que vous participez, bien sûr, à la gestion de la res publique, vous n'êtes plus opposant. Mais bon, il se disait toujours opposant. Ces statuts-là, je ne sais pas s'il est prestigieux ou comment, mais c'est comme vous venez de le dire, on n'a pas 4 opposants qui pèsent. Ça sera difficile pour nous de citer les noms, justement on ne peut pas les faire, mais en termes d'ancrage,
en termes même de la représentation au sein de l'opinion, nous connaissons quand même qu'il y a des opposants, bien sûr, qui si une fois ils disent un mot, et il y a déjà qui suivent directement ce qu'ils disent. Donc, il ne faut pas aussi les écarter, il faut aussi les associer. Ça, c'est l'aspect politique de ces conflits qui déchirent l'Est de la RDC. Parce que ce qui est fait à Doha, à Washington, c'est diplomatique. Ce qui s'est fait sur terrain avec les Ouazalendo, l'armée congolaise, là, c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan politique, quelle est l'offre qui se présente aujourd'hui? Et cette offre, moi, je crois que ça sera les fruits peut-être d'une inclusivité plutôt de ces dialogues qui est tant attendu. Alors, est-ce qu'il y a les conditions nécessaires? Jusque-là, il n'y en a pas, parce que comme vous voyez, il y a des gens qui s'entre-déchirent, qui critiquent sévèrement un autre camp. Katumbi, Kabila, toujours qualifié d'avoir des connivences avec l'AFCM 23 et du coup les Rwandais, comme ça s'est dit avec le pouvoir de Kinshasa. Et ça fait à ce qu'il n'y a pas, donc on n'arrive pas à se mettre d'accord, à mettre en place un climat de confiance entre l'opposition tout comme la majorité. Et cette société civile aussi, elle est aussi déchirée. Une société civile pro-opposition, une société civile pro-gouvernement, et on n'arrive pas à trouver aussi cette neutralité au sein de la société civile. Voilà pourquoi chacun il va de sa manière. C'est une question aussi des intérêts, malheureusement. C'est la population qui est toujours en train de souffrir. Oui. Les mea culpa d'Adolphe Muzito. Alors, en quelque sorte, il voulait dire je m'excuse, monsieur le président, d'avoir critiqué vos différents voyages. J'espère qu'il l'a dit. Bon, de toute façon, dans les résumés, si pas la quintessence de son intervention à la cellule de communication de la présidence, il n'a pas quand même avoué qu'il a fait son mea culpa. Comme il a dit que c'est à tort qu'il critiquait les différents voyages. Voilà. Et puis, par la suite, il a aussi félicité le président de la République pour ses différents efforts qui ont débouché notamment sur la signature de l'accord de paix. Oui. Surprenant pour un opposant. Surprenant pour un opposant. Et moi, je ne sais pas ce qui l'a convaincu enfin de dire que les voyages du président de la République sont devenus utiles. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Il est trop expérimenté pour dire ça. Il est trop expérimenté, bien sûr. Mais pourquoi ces revirements à 90 degrés, comme on le disait, pourquoi il change tout d'un coup sa posture? Parce que pour lui, il pense qu'il faut faire cavalier avec le président pour trouver une solution. Alors, de l'autre côté, vous savez, avec tout ce qui se passe, c'est ça, dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, on a assisté à ce genre de revirements, surtout de la part de l'opposition. Lorsque vous faites 5 ans, 10 ans dans l'opposition, les gens commencent des fois à avoir aussi des difficultés pour supporter cette vie d'opposant. Ce n'est pas aussi facile. On va d'ailleurs en parler, parce que bien sûr, on l'a dit le 5 juin dernier, c'est le président de l'ESID, contre toute attente, qui avait sollicité sa rencontre avec le président de la République. Il avait entre autres dit « J'ai besoin de vous voir et d'échanger avec vous ». Et puis, je pense 48 heures plus tard, les deux hommes se sont rencontrés. On rappelle que c'était pour la deuxième fois qu'ils s'étaient rencontrés après, bien sûr, ce qu'il s'est passé en 2018. Oui. Ils se sont rencontrés pour la première fois après 2018, c'était en 2023, lors de la campagne présidentielle. Oui. Cette rencontre initiée par la CENI, je pense. Et puis, ils se sont rencontrés. Et puis, par la suite, le 5 juin dernier, ils ont eu un tête-à-tête, des échanges fructueux. Ce n'était pas une simple accolade. Mais là, c'était justement une belle rencontre entre les deux hommes. Oui. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, on s'est dit, bon, ce sont des faits, bien sûr. Adolphe Muzito, 68 ans, il est né le 12 février 1957. Martin Fayoulou, 68 ans également, né le 21 novembre 1956. Ils sont tous sexagénaires, ils approchent le troisième âge. Voilà, même génération, bien sûr. Déjà à 68 ans, et je crois qu'ils sont tous... Est-ce qu'on n'est pas dans un âge où on commence à... Même espace géographique. Presque. Les grands bandes, je pense. Ils sont tous ici des grands... ils ont tous de 68 ans comme par coïncidence. Bientôt 70 ans. Voilà, ils ont eu aussi marché ensemble au sein de la Mouka. Et tous, aujourd'hui, bien que Fayoulou, lui, n'est pas trop attaché au régime, mais je crois que pour Tshisekedi, Fayoulou, il est très important dans tout ce qu'il est en train de mettre en place, parce qu'ils ont même eu à mettre un concept en place en disant ils font partie du camp de la patrie, comme ils le disent. Donc,
Être du camp de la patrie. Pourtant, la patrie est dirigée par Félix Tshisekedi. Oui, la patrie est dirigée par Félix Tshisekedi. Peut-être le patriotisme aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous voyez très bien, c'est aussi une façon de montrer qu'ils sont différents de ceux-là aujourd'hui. Déjà à l'âge de 68 ans, ils sont à 2 ans pratiquement du 3e âge. C'est peut-être un âge où ils doivent s'interroger sur leur devenir politique. Alors moi je crois que s'interroger... Vous l'aviez aussi dit, oui, c'est tout à fait normal. Il y a ces soucis financiers qui se posent voilà. également. Et aussi les temps qu'ils ont mis. Par exemple, bon, heureusement pour Adolphe Muzito, il a eu à figurer quand même dans différents gouvernements. Il a été Premier ministre, donc on estime à la Congolaise qu'il aurait emmagasiné quand même quelques sommes d'argent. Mais ce n'est pas forcément le cas pour Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup gagné en termes d'argent au niveau de la politique congolaise. C'est un fait. Oui, c'est un fait, bien sûr. Il n'a pas beaucoup gagné au niveau de la politique congolaise. Il a œuvré longtemps dans l'opposition aux côtés d'Étienne Tshisekedi, je peux dire d'Erez Mémoire. Avec Félix Tshisekedi aussi, tout ça, il a passé presque tout son temps dans l'opposition, il a dépensé son argent, il a gaspillé presque son argent. Il a gaspillé son argent. Et ce n'est pas un moment propice pour lui de s'interroger sur son positionnement politique. Alors là, c'est le moment pour lui, mais c'est un combat purement personnel. Ça n'a rien à voir avec le peuple congolais, tout comme c'est que fait Adolphe. Sûrement, nous, on parle beaucoup plus de son âge actuel, 68 ans, alors, et tout ce qu'il a déjà mené comme bataille, sans pour autant gagner assez d'argent, contrairement à d'autres hommes politiques à qui en ont gagné suffisamment. Alors donc, là, on fait donc la politique pour son bien-être personnel. Alors déjà, avec cet âge, comme vous insistez bien sûr sur cette question, c'est important. C'est important. Avec cet âge, ils sont en train de s'interroger sur leur avenir politique. Parce qu'on rappelle que déjà, lors de l'indépendance de l'RDC, Fayoulou avait 4 ans. Voilà. Il avait déjà 4 ans lors de l'indépendance. Il était là. Il était là. Et j'espère qu'il attendait déjà tout ce qui s'est passé autour de lui par rapport à cette indépendance. Bien Donc, sûr. il était là. Adolphe Muzito avait aussi 4 ans. Adolphe Muzito, même. Donc, l'aider aujourd'hui se pose cette question. Et personnellement, c'est tout à fait fondé. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou n'est ni député national, donc il n'a aucune fonction au niveau des institutions, une fonction politique rentable. Ouais. Il n'a pas cette fonction-là. Muzito, même je crois Muzito, si je ne me trompe pas, il a aussi à décrocher aussi un mandat au niveau de l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'il participe activement? Non, il ne participe pas. Donc, et ça ne suffit pas pour lui parce qu'il a un parti qu'il doit toujours entretenir, faire vivre bien sûr, tout comme Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, c'est pour cette question. Il y a des gens autour de lui, mais ils n'ont pas des postes de responsabilité. Et politiquement, ça doit s'interroger. Mais la grande préoccupation, c'est l'intérêt du peuple qu'il faut mettre bien avant. Parce que Martin Fayoulou, Martin Fayoulou se présente comme les soldats du peuple. Muzito a adhéré aussi à ce combat-là. Alors, ils ont dérogé à ça ou comment? Félix Tshisekedi, lui, c'est l'homme du peuple d'abord. L'homme du peuple d'abord. Mais bon, il est au pouvoir. Les peuples se retrouvent dans quoi? Ça veut dire que les soldats du peuple doivent se rallier au peuple d'abord. C'est une histoire du peuple. En quoi c'est une histoire du peuple? Mais les peuples ne se retrouvent dans tout ça. Les peuples est nulle part dans tout ce qu'ils sont en train de nous raconter là-bas. Les peuples est nulle part. Ce n'est pas les peuples aujourd'hui qui est en train de chercher Tshisekedi pour se retrouver financièrement. Ce n'est pas ces peuples. Donc c'est eux qui sont en train de les faire pour justement leur survie politique. D'abord, parce que comme vous l'avez dit, bientôt 70 ans, ça s'interroge. Troisième âge, ils doivent déjà voir se rassurer par rapport aussi, parce qu'ils ont aussi des générations qui sont derrière eux. Et il faut tout simplement chercher aussi une survie favorable à tous les dépendants. Voilà, dames et messieurs, je pense qu'on a retracé presque tous les points essentiels de cet éventuel dialogue inclusif. Mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce dialogue probable? En tout cas, possible. Oui, c'est possible, oui. Si ça reste dans l'esprit de la 5 et de l'ECC, moi je crois qu'il y a de quoi espérer, politiquement. Mais si, encore une fois, il n'y a pas de sincérité, qu'on vienne... Parce que c'est aussi ça la culture congolaise. Parce que si vous voyez tous les processus de dialogue interne
qui ont été organisés dans ces pays, ils ont abouti par des ratés énormes. Rappelez-vous, Saint-Sylvestre, on nous a raconté de n'importe quoi, les dialogues de l'Union africaine, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, même avec ce que le président Félix Tshisekedi a fait des consultations, jusque-là, on n'a pas des résultats. Il entrevoit aussi un dialogue inclusif. Ben, si une fois on écarte les schémas Senko et CC et qu'on vienne encore pour y mettre les histoires de l'église de l'éveil, ça sera un échec au départ. Et voilà, donc, si je reste tout à fait optimiste, si une fois on les fait dans les schémas Senko et CC, mais si une fois on ne le fait pas dans ces schémas-là, ben, ça sera très compliqué et surtout qu'on évite cet égo-là. Kabila, on peut le traiter de tous les noms, mais c'est un ancien président de la République. Il a à dire aussi dans ce qui se passe. Les Katumbi, ce sont des figures emblématiques de la politique congolaise. Ils ont à dire, tous ces gens-là, qu'on les associe, même les M23, cette aile du M23 aujourd'hui qui est représentée par des Congolais, il y a une diaspora congolaise aujourd'hui qui adhère à cette histoire de l'AFC M23. Donc ces gens-là, on doit tous les mettre dans ce processus, qu'on discute comme Congolais. Et je crois que si une fois il y a des discussions à l'interne, on peut arriver à se mettre d'accord et que cela passe en toute sincérité. Une chose est sûre, ces actualités chaudes n'ont pas été un échec, ça c'est déjà une évidence. Et on a la fin de cet autre numéro des actus chaudes sur WAB Info TV. Merci beaucoup Jenny pour vos interventions. Merci à vous également justement pour la conduite de ces numéros, ces énième numéro bien sûr des actus chaudes sur WAB Info. En tout cas, je crois que les internautes, les téléspectateurs ont trouvé leur part. On n'échange pas l'équipe qui gagne, dit-on. On se retrouve le vendredi prochain avec la même équipe ou presque pour d'autres actus chaudes. Grand a été notre plaisir de vous servir pendant ces quelques minutes, bien sûr, pour passer en revue les actualités qui ont marqué la semaine au niveau de la RDC. On se retrouve le vendredi prochain pour d'autres actus chaudes. Pendant ce temps, cliquez simplement sur s'abonner, vous qui ne l'avez jamais fait jusque-là. Et aussi ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations au quotidien. Salut!